Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit avec nos deux derniers concepts clés. Celui-ci, c'est le 14.4. Puis, ça va nous amener encore une fois vers différents types de problèmes de génétique qu'on ira voir dans un prochain vidéo tout de suite après. De nombreux caractères humains suivent les modèles mendéléens de l'hérédité. En fait, ce thème-là nous amène le concept de lignage dans les familles. Euh, le lignage, les lignages sont utilisés pour représenter des modèles de transmission de gènes ou d'allèles, en fait, à l'intérieur d'une famille. Puis, ça va comme suit, par exemple. Le concept ici, c'est que on va avoir des parents, des couples qui vont se reproduire. Donc, tu vois ici, le carré, le symbole qui représente l'homme. Le rond, c'est le symbole qui représente la femme. Puis, on représente visuellement les phénotypes par des cercles puis des carrés colorés. Si jamais, donc, il y a un caractère qui nous intéresse, comme par exemple une maladie ou un trait particulier. On va aller voir un premier exemple. Mais donc, autrement dit, quand on a une ligne horizontale comme ça, entre deux individus, ça veut dire un mariage, une union, ou enfin, en tout cas, un événement de reproduction où est-ce que, par exemple, ici, ces deux individus-là se sont reproduits et ont eu les deux enfants. Donc, ces deux filles-là, puisqu'on a des ronds ici, ce sont des filles. Ce sont les filles de ce couple-là ici. On remarque que ce couple-là ici a eu 4 enfants, une fille, puis 3 garçons. Puis là, ici, par exemple, là, chaque problème, comme on a commencé à le faire jusqu'à maintenant, là, chaque problème de génétique s'intéresse à un caractère ou à plusieurs caractères, parfois, dans le cas de problèmes d'hybridisme. Ici, c'est la présence ou l'absence de pouce en V sur le front. Donc là, on parle là, de l'espèce de petite toupette ici là, qui s'avance en V sur le front. Tu vois, ici, on n'a pas vraiment, là, chez cette femme-là, on n'a pas vraiment le V. Puis ici, on a le V. Ce qu'on présente, c'est l'absence de V, ici comme ça, serait un caractère récessif. Donc cette femme-là serait petit p, signifiant donc qu'on a affaire à un caractère récessif. Puis chez cette femme-là ici, avec son V, on a nécessairement la présence d'un allèle dominant, 1 dans le cas d'un génotype hétérozygote ou 2 dans le cas d'un homozygote dominant. Donc là, ça reste à voir exactement qu'est-ce qui est demandé dans le problème, là. Mais on va être en mesure de cheminer, là, de faire des exercices de génétique sur plusieurs générations ici, puis sur plusieurs individus à partir de cet outil-là qu'on appelle les lignages. Donc, par exemple, ici, on avait un père qui était homozygote récessif, une mère qui était hétérozygote. Donc, ils ont eu différents... On pourrait s'imaginer un échiquier de punettes ici, là, où est-ce que ici, cet individu-là va produire juste des petits P. Puis, donc je vais l'écrire en italique, comme ça, petit p. Puis, la mère ici produisait des grands P, puis aussi des petits P. Donc, si on faisait un échiquier, on aurait comme ça ici, puis petit p, petit p. Donc, chez ce couple-là qu'on a ici, on a une probabilité sur 2 d'avoir un hétérozygote, puis une probabilité sur 2 d'avoir un homozygote récessif. Mais voyez-vous, ils ont eu 2 filles, une qui était homozygote récessive, puis l'autre qui était hétérozygote. De l'autre côté, on avait le même génotype parental. Ici, c'est le père qui qui avait l'allèle dominant, puis la mère avait les deux allèles récessifs. Si on va voir, donc ça nous donnerait là, exactement le même échiquier de punettes que ça ici, en fait, puisque le sexe, c'est pas un facteur, c'est pas un gène lié au sexe, hein. On n'a pas un X grand P, un X petit p ici, là. Donc ça nous indique que c'est sur un des 22 autosomes.
C'est donc pas sur les chromosomes sexuels. Donc on considère pas le sexe des parents, des enfants dans un problème comme ça. Donc, une chance sur deux, une chance sur deux. Mais regardez, ils ont eu un garçon, une fille avec l'allèle dominant, puis deux garçons homozygotes récessifs. Donc, encore là, les probabilités sont respectées. Puis, si on poursuit le lignage, ben, on s'intéresse à deux hétérozygotes. Ben, deux hétérozygotes, ici, je sais pas si vous vous rappelez, là, les probabilités qu'on avait avec les fleurs violettes et blanches de Mendel, mais ça nous donnait un quart, deux quarts, puis un quart ici comme ça. Donc ici, on a obtenu le génotype homozygote récessif, donc on avait une probabilité de 1 sur 4, mais il y a eu juste deux enfants, donc à chaque enfant, c'est comme un tirage parmi ces probabilités-là. Là. Puis ici, cet enfant-là, avec son allèle dominant, soit qu'il ait grand P ou grand P, petit p. D'après vous, c'est quoi qui est le plus probable entre ces deux génotypes-là, celui-ci ou celui-là? Mais si on va voir nos probabilités qui sont là, la probabilité d'avoir un génotype hétérozygote est 2 fois plus élevée que la probabilité d'avoir un génotype homozygote dominant. Donc, voici un premier exemple de lignage. Puis là, ben, on pourrait avoir un autre caractère ici comme ça. C'est pour le lobe d'oreille. Ce qu'on dit, c'est que avoir un lobe d'oreille libre ici comme ça, versus avoir un lobe d'oreille adhérent à la peau du visage, ben, ce serait de nature dominante récessive. En fait, l'adhérence serait homozygote récessif, puis le lobe libre serait dominant. Donc, on peut reconstruire ici là, toute l'histoire à partir là, des différentes filiales. Donc, on va lire ça juste pour dire, mais il n'y a pas. Le principal but de ce concept-là, ça va être d'appliquer les lignages dans des problèmes d'hérédité. Donc, ce qu'on va faire dans un prochain vidéo. On peut. Ou en fait, peut-être qu'on pourra le poursuivre dans cette vidéo-ci. En fait, ça sera fait. Donc, des familles humaines pour déterminer les génotypes possibles de certaines personnes et prédire ceux de leur descendance. Ces prévisions se présentent habituellement sous forme de probabilité statistique et non de certitude. Donc, c'est un peu ce que je disais il y a un instant, là, c'est-à-dire que si tu vois ici, on a un croisement hétérozygote chez ce couple-là, qui vient de deux familles différentes, remarque. Hein. Ça, ici, c'est une famille, ça, c'est une famille. Puis, ici, c'est un couple qui se forme entre les deux familles. Donc, ils vont avoir deux enfants. Ça se trouve être deux filles. Puis, on a deux hétérozygotes qui se croisent. Donc, on pourrait refaire là, toute la démarche d'un problème de génétique, mais c'était grand A, petit a fois grand A, petit a. Puis là, je prends d'autres allèles. Je prends le A au lieu du L, mais ça revient au même. Là. Donc, un croisement hétérozygote entre deux hétérozygotes, ce que ça donne, c'est grand A, homozygote dominant, hétérozygote, puis homozygote récessif. Là. Rappelons-nous, là, plus net, ça va ressembler à ça. Donc, on a donc ici là, nos deux hétérozygotes, un homozygote récessif, puis un homozygote dominant. Donc, c'est de là que viennent nos probabilités, là, finalement. Là. Donc, si on revient ici, donc, eux, ils ont ces probabilités-là là, pour chacun de leurs enfants. Donc, autrement dit, cette fille-là qui est née, ben, elle avait une chance sur 4 d'avoir ce génotype-là. Mais elle a gagné ce numéro-là à la loterie. Là. Après ça, cette fille-là, ben, selon son génotype, si c'est ce génotype-là qu'elle porte, ben, elle avait une chance sur 4. Si c'est ce génotype-là, elle avait 2 chances sur 4. Donc, c'est le même concept que tout à l'heure. De nombreuses maladies génétiques se perpétuent par l'intermédiaire d'un allèle récessif. Pourquoi? Ben parce que la plupart des individus qui sont touchés, qui possèdent donc un génotype homozygote récessif, sont les enfants de porteurs sains hétérozygotes dont le phénotype est normal. Donc on peut le voir encore là dans un... imaginons que
que les personnes qui sont en mauve ici sont porteurs d'une maladie. Pourquoi est-ce que la maladie se perpétue puis se persiste dans une population au fil des générations? C'est parce que, imaginons que c'est une maladie qui arrive après la maturité sexuelle, là, et ça serait mieux. Comme ça ça serait mieux pour la maladie, pas nécessairement pour l'humanité, là, mais donc, imaginons que la personne grandit, puis est en mesure d'avoir des enfants, mais elle va passer ses allèles à sa descendance. Puis l'idée ici, c'est qu'ils vont avoir une fille malade, mais ils vont aussi avoir une fille saine, mais qui porte l'allèle de la maladie, qui, elle, va la transmettre à une de ses filles, et possiblement à l'autre, à ses deux filles. Mais c'est l'idée ici d'avoir des porteurs sains. Tu vois, un porteur sain, un autre porteur sain. Il y a beaucoup les allèles de plusieurs maladies sont récessifs puis se cachent comme ça dans les lignées. Donc, les allèles dominants létaux, létaux ça veut dire mortels, sont éliminés d'une population si les individus atteints meurent avant d'atteindre la maturité sexuelle. Donc, imaginons un allèle, là, mettons, grand M, qui serait mortel en bas âge. Ben, dès qu'un enfant a un allèle, donc qu'il soit homozygote dominant ou homozygote récessif, il meurt. La question, c'est comment est-ce qu'il a réussi pour hériter de cet allèle-là si ses parents, s'il l'avait, s'il l'avait, c'est que ses parents lui ont transmis. Puis si ses parents avaient cet allèle mortel en bas âge, comment ils ont fait pour grandir puis devenir des parents. Donc, tu vois, la plupart des allèles de maladies dominants, là, qui sont vraiment mortels, ont pas une grande durée de vie. C'est pas une bonne stratégie pour une maladie. C'est un peu la même problématique avec les virus. Si un virus était très, très létal, ben, il finirait par s'auto-exterminer. Les allèles dominants non létaux, par contre, peuvent, eux, persister, tout comme les allèles dominants létaux, mais qui n'entraînent pas la mort avant un âge relativement avancé, peuvent être transmis par un modèle mendéléen. Donc, si la maladie survient après la reproduction, en âge plus avancé, dans la quarantaine, cinquantaine, bien, malheureusement, ce sont des maladies qui vont être plus difficiles à se débarrasser parce qu'ils vont persister à travers les générations. Ici, on a un concept important qu'on aurait normalement élaboré, là, mais c'est l'idée que plusieurs maladies sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a une composante génétique, mais aussi environnementale. Puis là, ça devient plus difficile d'étudier la transmission héréditaire. Donc, on ne pourra pas le faire uniquement là, par des modèles mendéléens simples. Le modèle mendéléen, je te rappelle, c'est tout simplement l'idée qu'on a deux allèles qui sont séparés lors de la formation des gamètes. Puis un bébé, un nouvel organisme, un zygote, est formé à partir de la réunion de deux allèles parentaux. Donc, à partir de ce concept-là, on est capable d'étudier la transmission des maladies, puis de mettre en évidence le génotype d'une fleur violette, par exemple, en la croisant avec une fleur blanche. C'est le croisement de contrôle qu'on avait vu un peu plus tôt. Ça nous permet, à partir de la progéniture, de la descendance, d'analyser puis d'identifier quels étaient les génotypes chez les personnes inconnues, là, ou les fleurs au génotype inconnu. Les conseillers génétiques, donc le counseling génétique, s'appuie sur les histoires familiales des couples. Donc, on va retracer dans la famille s'il y avait des précédents, des historiques, pour calculer des probabilités que les enfants soient atteints d'une maladie génétique. Puis, différents tests génétiques permettent aux futurs parents de savoir s'ils sont porteurs sains d'allèles récessifs associés à des maladies spécifiques. Donc, on va aller voir, donc par exemple, tu vois ici, l'albinisme, c'est pas une maladie, là, mais bon, c'est un trait qui peut entraîner certaines problématiques. Donc, on va avoir, par exemple, tu vois ici, c'est les homozygotes récessifs qui vont développer l'albinisme. Puis, ici, on a des porteurs sains là, chez les hétérozygotes. Donc, tu vois ici, on a un croisement standard là,
monohybride, où est-ce qu'on a deux hétérozygotes qui se reproduisent, ben on va retrouver notre patron 1, 2, 1 dans les rapports génotypiques, puis 3, 1 dans les rapports phénotypiques. D'autres exemples, tu vois ici un exemple de maladie ou d'anomalie physiologique, mais causée par un caractère dominant, donc un allèle dominant. Les nains ici sont, cette forme de nanisme-là est causée par un allèle dominant. Donc, si une personne qui a ce nanisme se reproduit avec une personne normale, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas lié au sexe, c'est sur les autosomes. Bien, l'allèle qui est ici va, en moyenne, chez une personne qui est hétérozygote, être transmise à 50% de la progéniture. On peut s'imaginer que si une personne était homozygote dominant pour cet allèle-là, ben, tous ses enfants seraient obligatoirement atteints de cette forme de nanisme-là. C'est parce que l'individu ici porte un allèle normal que la moitié de ses enfants va, en espérance, sera non porteur. Les tests génétiques ici, puis là, dans le fond, on va un petit peu plus loin, là, mais c'est sur des tests, des analyses génétiques qui sont faits de routine maintenant au Québec lors de la grossesse. Donc, voilà pour l'objectif 14.4. Puis, comme je le disais, on va aller faire donc tout de suite un problème, l'exemple numéro 2 de la série d'exercices qui nous demande de faire de réaliser un lignage. Donc, ou qu'on appelle aussi pedigree. Donc, et ici qu'on appelle la généalogie. Donc, représenter la généalogie sur la base de ces données en se rappelant qu'on va utiliser un carré pour un homme, un cercle pour une femme, puis un sexe non spécifié qui serait inconnu, on pourrait utiliser un losange. On va laisser en clair s'il n'y a pas de phénotype malade, ou on va parler de phénotype normal, puis en noir, phénotype atteint. Puis, pour les traits, on va aller voir ça. Donc, allons-y avec ça. Un allèle autosomique, maintenant on sait que autosomique, ça veut dire qu'il n'est pas sexuel. Hein? C'est les 22 paires de chromosomes qui ne sont pas donc les chromosomes sexuels. On dit, on ne va pas utiliser les chromosomes sexuels ici. Un allèle autosomique récessif, peu fréquent, provoque la maladie appelée fibrose kystique. Un homme au phénotype normal dont le père avait la fibrose kystique épouse une femme homozygote au phénotype normal. Le couple se propose d'avoir un enfant. OK. Donc, ça peut être pratique juste d'identifier les personnes. Tu as un homme au phénotype normal. Tu as son père qui avait la fibrose kystique, épouse une femme homozygote au phénotype normal. OK. Donc, on sait ici qu'on a une femme homozygote au phénotype normal. Donc, on peut le faire ici comme ça. Ça, ce serait une femme au phénotype normal, puis on sait qu'elle est homozygote. Donc, remarquez qu'ici, on devrait toujours recommencer avec notre bonne vieille méthode qui est d'identifier les allèles. Donc, grand F, on va dire que c'est normal. Puis, petit f, on va dire que c'est fibrose. Fibrose kystique, tiens. Donc, on dit que la femme, elle est homozygote normale. Donc, on peut l'écrire en dessous. Grand F, grand F. Et elle a une union avec un homme. On sait qu'il est normal, donc on va le laisser en blanc. Mais lui, il provient d'une union entre une mère qui avait un phénotype. On ne sait pas son phénotype. Donc, on ne sait pas si on devrait la colorier
en noir, là. Et un père qui avait la fibrose kystique. Donc, on représente ici colorié. À la question quel était le phénotype de son père, ben, on n'a pas le choix d'avoir un homozygote récessif. Est-ce que vous êtes capable de déduire le génotype de l'homme en question? Bien, on sait qu'il est normal. Donc, nécessairement, il va avoir un allèle dominant. Mais le fils provient d'un père qui lui a nécessairement transmis l'allèle. C'est donc un porteur sain. Donc, voilà pour cet exemple-là. Quelle est la probabilité que ce couple ait un enfant atteint de la fibrose kystique? Donc ici, on peut revenir avec un bon vieux croisement. C'est donc grand F, petit f, par grand F. Si on fait un échiquier de punette, on va avoir grand F, petit f. Donc ça ici, ça se trouve à être la femme. Elle a un seul type d'allèle. L'homme, il y a ses deux types d'allèles. On va les compléter. Donc, réponse à la question. La probabilité que ce couple ait un enfant atteint est nulle. Aucune probabilité de 0% si vous préférez. Donc ça, ce serait un exemple. Ici, j'irais juste voir si on pourrait en avoir un autre. Ok, c'est ça. C'est qu'en fait, va falloir qu'on aille voir notre dernier objectif pour compléter, mais on reviendra donc à cet exercice-là. Ben, en fait, non, faisons-le tout de suite. On va le démarrer, puis il sera à compléter plus tard. Donc, supposons que l'arbre généalogique que voici soit directement interprétable, dépourvu de complications du type enfant illégitime. Bon, c'est une mise en situation pour dire que ça aurait pas été. C'est un peu facultatif comme première phrase d'introduction. Donc, voici un arbre généalogique. Le phénotype W rencontré chez les individus représenté par les symboles pleins est rare dans la population considérée dans son ensemble. Quels schémas de transmission de W sont compatibles avec ce pedigree? Lesquels sont exclus? Ok. On va juste aller faire les deux premiers. Autosomique récessif, autosomique dominant. Bon, non, on serait capable. Récessif lié à l'X, puis récessif lié, dominant lié à l'X, puis lié à l'Y. Ok. Donc, commençons avec autosomique récessif. Donc, autosomique récessif, ça voudrait donc dire que cet individu-là serait, on va prendre pour cet exemple-ci, donc petit a, malade. Il n'y a rien qui dit que c'est malade, là, que c'est une maladie, mais bon, ça. Puis grand A serait normal. Ça, c'est compatible avec une maladie autosomique récessive. Donc, on va voir si le pedigree peut fonctionner. Ici, on aurait petit a, 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 petit a. Ça marche pas, hein? Parce que ici, on a une fille qui a nécessairement un allèle grand A, ou encore grand A, petit a. Mais regardez ses parents. C'est une lignée pure, là, l'homozygote récessif. Il ne peut pas avoir un allèle comme ça ici. Donc, on exclut ce type de transmission-là. Impossible.
Allons voir le modèle suivant, autosomique dominant. Donc, plutôt on va marquer ça comme ça. A malade, petit a normal. J'efface ce qu'on avait écrit tout à l'heure. OK. Donc ici, tu vois, c'est plus rapide de procéder par les individus normaux. Donc petit a, petit a, petit a, petit a. Ça, c'est les normaux. Petit a, petit a. Les malades ici peuvent être grand A ou encore grand A, petit a. Bien, étant donné qu'ils ont eu un enfant homozygote récessif, ça ne peut pas être un homozygote dominant. C'est forcément un homozygote récessif. Donc, on va corriger tout de suite l'information. Ça, ce serait ça. Et donc, leur fille ici qui est malade, ben ça va être nécessairement grand A, petit a. Si on va voir de l'autre côté ici, on a le même pattern. C'est-à-dire que si on a un enfant qui est un fils, qui est nécessairement hétérozygote, je le sais parce que son père était homozygote récessif, donc il a nécessairement l'allèle petit a. Puis s'il est malade, ben c'est parce qu'il a reçu l'allèle grand A de sa mère malade. Mais la sœur ici est homozygote récessive, donc la mère était nécessairement hétérozygote. Ok, c'est bon. Maintenant, on s'intéresse à ce mariage-là. Donc, entre deux hétérozygotes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme génotype entre deux hétérozygotes? Ben, vous le savez, on va avoir des homozygotes dominants avec un quart, des hétérozygotes avec deux quarts, puis des homozygotes récessifs avec un quart. C'est nos fameux rapports génotypiques d'un croisement monohybride. Donc, tout est possible ici parce qu'on a un homozygote récessif, c'est possible, avec une probabilité de 1 quart. Puis, on a des phénotypes dominants. Là, ça sera très difficile de savoir c'est quoi leur génotype exactement à chacun de ces individus-là. Il faudrait les croiser pour essayer de deviner. Mais donc, pour cet exemple-là, on pourrait dire que oui, ça fonctionne. On continue. Récessif lié à X. Donc, ici, récessif lié à X. On aurait X, A, malade. X, grand A, normal. Allons voir si on est capable de résoudre ça. Ben, ici, la différence, c'est que on va considérer le sexe des individus. Donc, une femme, ici, va être XX, un homme va être XY. Puis, on pourrait aller marquer ça pour tout le monde. Là. Mais dans le fond, on va le faire, on va s'intéresser surtout au fait que... en fait, à détecter des problématiques. Donc, par exemple, ici, si les personnes normales ils ont l'allèle dominant, ben le père ici, il a un X grand A. Puis la mère ici a un X petit a, X petit a. Donc, juste en observant ici là, ce lignage-là, la question que je vous poserais, c'est est-ce que les fils de cette union-là vont nécessairement être malades? Ben, la réponse, c'est oui. Parce que la mère, elle va donner un chromosome X malade, le père va donner son chromosome Y. Donc, les fils là, vont nécessairement être X petit a, puis Y malade. Puis c'est pas ça qu'on observe ici. Puis à part de ça, je pourrais poser la question, est-ce que les filles vont être obligatoirement malades? La réponse, c'est non. Les filles vont être obligatoirement saines,
porteuse saine parce que le père transmet un allèle normal qui domine sur l'allèle récessif. Donc, on n'observerait pas ça ici, une fille malade. Donc, on n'a pas eu besoin de s'aventurer beaucoup plus loin, là. C'est impossible, ce modèle-là. Ça ne fonctionne pas. Donc, on peut poursuivre avec dominant lié à X. Donc, on aurait ici XA malade, X petit a normal. Donc, autrement dit, une fille malade serait X grand A, ou encore X grand A, X petit a. Un père normal serait X petit a, Y. Donc, ici, est-ce que ces parents-là peuvent avoir une fille normale? Oui, ils peuvent avoir une fille normale. La seule façon d'avoir une fille normale, c'est si le père donne cet allèle-là et que la mère est hétérozygote. Mais ici, on n'a pas de fille normale, on a une fille malade. On a un fils normal. Quelle est la façon d'avoir un fils normal? Ben, il faut que le père donne l'allèle, le chromosome Y, et la mère donne l'allèle X petit a. Donc, on vient au moins de trouver le génotype de cette femme-là, qui est le suivant. Et là, ça fonctionne. Donc, on a un X petit a, X petit a. Non, c'est pas vrai. On a un X petit a et Y, c'est un homme. Et on a une femme malade. Donc ici, ça veut dire que c'est cet allèle-là qui a été transmis par la mère. X grand A et X petit a du père. Ben là, de l'autre côté, on a autre chose. Hein. La famille n'est pas tout à fait identique de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a un père normal, donc lui, il a nécessairement l'allèle X petit a. Puis on a une mère qui peut être soit X grand A, ou encore X grand A, X petit a, à déterminer. Ben, s'ils ont une fille normale, ici comme ça, s'ils ont une fille normale, c'est parce que c'est ce génotype-là qui est porté par la mère grâce à son allèle X petit a ici. Donc, on va aller effacer le génotype qui est là. On va ramener ça ici. Et là, on s'intéresse, donc ça, ce qu'on a dit, c'est que c'est X petit a, X petit a. C'est une femme. Mais là, on a un homme, hein, Y comme ça. Et lui a hérité le X grand A, comme ça. Donc, OK, on a nos génotypes, puis nos génotypes de nos parents qui nous intéressent, ben, nos derniers parents ici. Donc, on peut faire un croisement de standard, là, avec X grand A, Y. Faire un échiquier de Punnett. X grand A, X petit a. X grand A, Y. On va avoir des femmes malades uniquement. Des hommes malades et des hommes sains. Donc, voyez-vous ici, là, l'allèle de maladie dominant sur le chromosome X rend ces filles-là malades. Je me suis trompé, hein, ici. Ouais. J'ai fait une petite erreur. Comme ça. Mais ça ne change rien par rapport à la maladie. Les filles vont être malades, nécessairement. Puis ici, on va avoir des garçons malades également. Puis finalement, c'est juste les garçons ici qui vont être sains. Donc, autrement dit, si dans ce ligné-là, on trouve une fille normale, ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, il y a une fille normale qui est là. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, ce modèle-là ne fonctionne pas. Savez-vous quoi? Je pense que pour
les besoins de l'exercice, on pourra faire liés à... Non, je pense que dans le fond, étant donné là, le contexte, on va juste évacuer la question du lié à Y. Je crois pas qu'il y ait d'autres questions. Hérédité liée au sexe. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. C'est ça. Ouais, non. Voyez-vous, dans ces exercices-là, là, on, on demande pas de lier à Y. Donc, on va s'arrêter ici pour cet exemple-là. Puis, vous avez ces quatre autres pédigris-là. Donc, on vous demande d'identifier si le phénotype noir qui est représenté dans ces quatre familles différentes là, est un phénotype anormal autosomique dominant ou autosomique récessif. Puis dans chacune des généalogies, on te demande d'identifier le plus grand nombre de génotypes possible. Donc c'est à vous de voir si vous êtes capable d'identifier là, les différents génotypes ici. Donc on s'arrête ici, on vient de compléter notre avant-dernier concept, il nous en reste un à voir pour compléter le thème 5. Donc, courage, vous avez quelques exercices à faire, mais on en a fait beaucoup ensemble à l'intérieur de ces vidéos-là, puis il va nous en rester seulement quelques-uns à faire par la suite. Bye bye, à bientôt!